Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, l'Ouganda annonce le retrait de la candidature de Specioza Wandira Kazibwe à l'élection du président de la Commission de l'Union africaine. Une décision qui serait motivée par celle du Kenya qui a récemment annoncé l'entrée en liste de sa ministre des Affaires étrangères, Amina Mohamed. Ce vendredi, le Maroc vote pour le renouvellement de sa chambre basse. Quelles sont les forces en présence? Qui sont les favoris et quels sont les enjeux de ce scrutin? Élément de réponse dans ce journal. Et puis, effervescence de la production bio au Kenya. La fabrication de cosmétiques bio est particulièrement en plein essor. C'est notamment le credo de la marque Lucy Kingori qui met au point des savons, des beurres ou encore des huiles fabriquées de façon artisanale. Le gouvernement ougandais a retiré sa candidature pour l'élection du président de la Commission de l'Union africaine. Specioza Wandira Kazibwe, envoyée spéciale de l'ONU pour la lutte contre le sida et ancienne vice-présidente de l'Ouganda, ne fait donc plus partie de la course à la succession de Nkosazana Dlamini-Zuma à la tête de l'organisation. Les précisions de Corinne Kandem. L'Ouganda se retire de la course à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Le gouvernement ougandais a annulé la candidature de Specioza Wandira Kazibwe, envoyée spéciale de l'ONU pour la lutte contre le sida et ancienne vice-présidente de l'Ouganda. La candidature de la Kenyane Amina Mohamed pourrait avoir motivé ce retrait. La logique de la rotation régionale qui sous-tend les nominations aux postes interrégionaux pourrait bien peser sur les soutiens affichés et les tractations en cours. La tendance est de présenter un candidat par région, tout comme l'Afrique de l'Ouest en train de faire bloc derrière M. Batili. L'Afrique de l'Est aussi peut faire bloc derrière un candidat. Surtout lorsque la candidate ougandaise a déjà été déclarée assez faible et que pèse sur elle un certain nombre de soupçons. Oui, donc on peut l'avoir retirée pour choisir quelqu'un de la région. C'est plus facile de dire qu'on a retiré notre candidate pour soutenir telle candidate plutôt que de dire qu'on l'a retiré parce qu'elle ne fait pas le poids. Lors du dernier sommet de l'Union africaine qui s'est tenu au Rwanda en juillet 2016, Specioza Wandira Kazibwe, Pelomoni Venson Mwatwa, la ministre botswanaise des Affaires étrangères, et son homologue équato-guinéen Agapito Mba-Moukouy étaient les trois candidats à la succession de Dlamini-Zuma. Cependant, aucun d'entre eux n'a obtenu la majorité des 2/3 nécessaires à l'obtention du poste. C'est en janvier 2017, lors du 28e sommet de l'Union africaine d'Addis Abeba, la capitale éthiopienne, que se tiendra la nouvelle élection. Les élections du secrétaire général de l'Union africaine n'ont jamais été faciles parce que l'Afrique est fragmentée. Il s'agit de 54 États qui sont regroupés en plusieurs groupes, en plusieurs blocs. Il y a le bloc Afrique occidentale, bloc Afrique centrale, Afrique de l'Est, Afrique australe, Afrique du Nord. Il faut toujours trouver des compromis et ça a toujours été comme ça. C'est après qu'on finit, il y a une sorte de filtrage qui permet progressivement d'arriver à un consensus sur un ou deux noms. Mais d'un premier temps, c'est toujours comme ça. Chacun essaie de propulser son champion. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un homme de compétences et de consensus que l'on cherche. En plus de la candidature de la Kenyane Amina Mohamed, le Sénégalais Abdoulaye Batili, représentant spécial des Nations Unies pour l'Afrique centrale, figure au rang des candidats annoncés. Il reviendra à Mme Dlamini-Zuma ou à son vice-président Erastus Mwencha d'assurer l'intérim jusqu'à l'élection du nouveau président. Et les élections locales nigériennes ne se tiendront pas à la date prévue. Le Conseil national de dialogue politique a annoncé mercredi un nouveau report des élections locales qui devaient avoir lieu le 8 janvier 2017. Le parti au pouvoir, le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme qui soutient l'initiative, évoque le manque de financement et de préparation de la Commission électorale nationale indépendante. Les partis non alliés du PNDS dénoncent, eux, cette décision. Législative au Maroc, ce 7 octobre, près de 16 millions de Marocains sont appelés à se rendre aux urnes ce vendredi afin d'élire leurs représentants au Parlement. La grande question porte sur la reconduction ou non du PJD, le Parti de la justice et du développement, à la tête du gouvernement de coalition depuis 5 ans. Les explications de Zahra Mohamed Moutiou.
394 députés doivent être élus ce 7 octobre au Maroc. 7000 candidats se présentent à ces élections législatives. Un scrutin présenté comme un face-à-face entre le Parti de la justice et du développement à la tête du gouvernement depuis 5 ans et le parti Authenticité et Modernité, réputé proche du pouvoir. Une bipolarisation donc, résultat notamment d'une gauche éparpillée. Les partis politiques au Maroc ont subi ces dernières années une véritable restructuration, mais aussi dans la division qui a pu renforcer à l'évidence le PJD. Et puis le palais royal a suscité notamment des vocations, et puis le PAM en fait partie de ces nouveaux partis qui ont été presque, je dirais, initiés par les collaborateurs directs du roi. Aujourd'hui, cette bipolarisation va s'exprimer avec évidemment le bilan du PJD au pouvoir, à travers le gouvernement Ben Kairan. Du côté des électeurs, ils sont 15 millions à être attendus aux urnes. Et comme en 2011, peu d'engouement autour de ces élections législatives. Les Marocains sont d'une certaine façon désabusés par le jeu des partis, et puis ils ont l'impression d'être complètement des spectateurs par rapport à ce monde-là. Il y a le phénomène dans les grandes villes, ça peut intéresser, mais le Maroc profond, véritablement, son univers mental est très éloigné de cela. 5 ans après le bouleversement né des printemps arabes, ces élections seront un test pour les équilibres politiques au sein du royaume. Même si les observateurs annoncent une confrontation entre les nationalistes du PJD et les libéraux du PAM, le spectre de l'abstention plane bel et bien sur ces élections. Au Kenya, les entrepreneurs locaux sont de plus en plus nombreux à se lancer sur le marché du cosmétique bio. La demande pour ces produits ne cesse en effet d'augmenter. Le gouvernement devrait d'ailleurs bientôt imposer des taxes sur les cosmétiques fabriqués à l'étranger. Explication de Fanny Mounichi. La fabrication est artisanale. Dans son petit laboratoire situé dans la capitale kenyane Nairobi, Lucy Kingori met au point les produits de sa marque de cosmétiques naturels chez Abayasal. Des savons, des beurres et des huiles qui ont très vite trouvé leur clientèle. Mes clients sont pour la plupart des personnes qui recherchent des solutions naturelles pour leurs problèmes capillaires. Parce que la plupart des produits que nous trouvons sur le marché ne comportent que 10 à 20% d'ingrédients biologiques et tout le reste est artificiel, sans compter que ces produits coûtent très cher. Et cela sans raison. Lucy Kingori fait partie de cette nouvelle génération d'entrepreneurs kenyans qui a pris d'assaut la filière du cosmétique bio. Il faut dire que les marques locales offrent des prix plus abordables que les grandes firmes internationales qui continuent pourtant de dominer le marché local. Nous sommes en concurrence avec des entreprises qui ont plus de 100 ans. Donc ça va prendre du temps. Ces entreprises sont présentes sur place depuis de nombreuses années et ils ont plus de ressources. Mais nous pensons que nous avons un créneau. Nous fabriquons des produits qui sont compétitifs et attractifs pour nos consommateurs. Nous sommes convaincus que nous allons grandir et que nous aurons des parts de marché. Le ministère des Finances a annoncé une taxe de 10% sur les importations de produits cosmétiques, une mesure très attendue par les entrepreneurs kenyans. Le marché des cosmétiques locaux s'élève désormais à 53 millions de dollars et devrait croître à 66 millions d'ici 2018. L'Égypte débarrassée de l'hépatite à l'horizon 2020, c'est l'ambition des autorités sanitaires du pays qui, par la voix du ministère de la Santé, a annoncé que 800 000 personnes auraient déjà été traitées avec succès. Les précisions d'Amira Benjamin Jean-Pierre. L'Égypte est le pays ayant la plus forte épidémie d'hépatite C au monde. 10% des adultes sont infectés par le virus. C'est dans les années 60, lors des campagnes de traitement de la bilharziose, que le matériel utilisé, mal stérilisé, aboutissait à une épidémie d'hépatite C, maladie transmissible par le sang. Des efforts importants ont été réalisés pour fournir du matériel jetable et renforcer les procédures de stérilisation du matériel médical. Pour autant, la transmission demeure. Aujourd'hui, l'Égypte affiche ses ambitions et entend être libérée de cette maladie d'ici 2020.
Avant la fin de l'année, si Dieu le veut, nous promettons au président égyptien et à toute l'Égypte qu'1 million de patients seront traités. Et nous promettons que d'ici 2020, l'Égypte ne verra pas ce pays avec un seul patient atteint du virus de l'hépatite. Depuis janvier 2016, date de début de la campagne du pays visant à prévenir la propagation de la maladie, 800 000 personnes ont été traitées. Une avancée considérable. C'est une célébration égyptienne et non une célébration du ministère de la Santé. C'est une fête égyptienne pour mettre fin à cette maladie et le traitement des 835 000 malades de l'hépatite C. Nous avons commencé en janvier 2016 et nous en avons fini en septembre 2016. L'objectif est de traiter 300 000 personnes atteintes de cette maladie par an. L'Égypte a également investi en masse dans des campagnes télévisées de sensibilisation. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.